Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo réponse à vos questions. Deuxième vidéo de la journée. Un petit peu plus tôt dans la journée, j'ai fait une vidéo spéciale arbitrage. Donc, dans cette vidéo, je suis désolé, j'ai retenu aucune question sur l'arbitrage. Et pourtant, vous avez été plein à me poser des questions. Pourquoi il y a eu main? Pourquoi il n'y a pas eu main? Ça y est, dans cette vidéo, justement, le but, c'est de parler de tout sauf d'arbitrage. Donc, si vous voulez m'entendre parler d'arbitrage, la vidéo est sortie il y a 3-4 heures, je crois. Si j'oublie pas, je mettrai le lien de la vidéo dans la description pour ceux qui l'ont pas encore vu. Là, on va parler football, joueurs du Barça et profiter de ce qu'on aime, du ballon. Au passage, petite précision, on m'a demandé pourquoi des contacts, des youtubeurs avec qui je parle n'ont pas parlé d'arbitrage. Je sais pas, je suis pas responsable d'eux, moi. Ça veut dire que c'est mes gars, je m'entends bien avec eux, mais je peux pas me permettre de juger leur contenu ou en tout cas d'aller les voir et leur dire, ah, tu aurais dû parler de ci, tu aurais dû parler de ça. Voilà, ça se fait pas. Chacun fait ses vidéos, chacun donne son point de vue sur le match. Je respecte ça et j'ai pas envie de venir faire le justicier à dire un tel youtubeur aurait dû parler de l'arbitrage. Lui, il aurait aussi dû en parler. Chacun est maître de faire les vidéos qu'il veut. Tout le monde s'entend bien entre les créateurs de contenu. C'est pas le moment de foutre le bordel. Bon, je commence avec Christensen qui entre au lieu d'Araujo. Est-ce un message de la part de Hansi Flick? Je pense que oui. Je pense que c'est un message indirect de la part d'Hansi Flick. Alors, je ne sais pas si ça aura une incidence sur le mercato. Est-ce que le Barça vendra Araujo ou pas? Mais en tout cas, là, sur le court terme, on voit qu'il a privilégié quoi? La fiabilité. Il s'est dit, oui, Araujo peut gagner des duels, mais il peut aussi me coûter un but ou deux. Donc, on met Christensen qui, au passage, a fait une très bonne rentrée. Je trouve que quand même, Christensen qui n'a pas joué presque toute la saison, qui arrive comme ça en cours de saison, qui fait une bonne rentrée la dernière fois, qui joue bien. C'était contre l'Inter Milan quand même en demi de Ligue des Champions. Là, il fait une bonne rentrée en Classico. Les conditions de son retour quand même, jouer des matchs à haute tension dans des contextes particuliers, c'est fort. Christensen, ce qu'il fait. Et je pense vraiment qu'Hansi Flick, en fait, n'a pas voulu prendre le risque de gâcher son Classico, j'ai envie de dire, parce que si tu fais rentrer Araujo, qui en plus a vécu, vous le savez, des petites perturbations sur les réseaux sociaux, on va dire ça comme ça, après l'Inter Milan, il a dû bloquer les commentaires de ses posts, il a été beaucoup critiqué évidemment par la communauté Barça, je pense que même mentalement, en fait, Araujo n'était pas prêt pour jouer un Classico 4-5 jours après, c'est pour ça, je pense que ça m'a paru pertinent de faire entrer Christensen à sa place. Maintenant, il faudra voir lors des prochains matchs et surtout la pré-saison, le mercato, que va-t-on faire? Est-ce que Christensen finalement va rester? Est-ce que Araujo va partir? On suivra tout ça. Tu ne trouves pas que Koubarsi manque toujours d'expérience en défense? Bien sûr, sur quelques actions, ça se remarque, mais les gars, il a quel âge? Il a 18 ans. Ça veut dire qu'un défenseur central, dire à son prime, c'est quoi? C'est 28? C'est 30 ans. C'est-à-dire que les défenseurs centraux, c'est l'inverse des ailiers. Vous savez, les ailiers, ils ont leur prime très tôt, 21, 22, 24, parce que justement, ils jouent beaucoup avec la vitesse, l'explosivité. Les défenseurs centraux, c'est le contraire. Ils ont besoin d'expérience, de vis, d'intelligence. Koubarsi en manque, c'est clair, c'est net. Ça veut dire que bien sûr qu'il fait partie des meilleurs joueurs de sa génération. J'ai aucun doute là-dessus. C'est un très bon joueur pour le Barça, mais de temps en temps, il va faire des erreurs. De temps en temps, il va glisser. De temps en temps, il va rater une passe. De temps en temps, il va rater un tacle. Il faut bien se mettre dans la tête que c'est un très jeune joueur, 18 ans, et que chaque erreur qu'il fait, normalement, je l'espère, il va apprendre et donc il va gommer ses erreurs au fil du temps pour, je l'espère, vers les 21, 22, peut-être 24 ans, devenir le meilleur défenseur central du monde. En tout cas, il a toutes les qualités pour intelligence, rapidité, lecture de jeu, passe, plein d'autres qualités. Maintenant, à lui de gommer les petites erreurs, surtout dans les gros matchs, parce qu'évidemment, ça peut coûter très cher. En fait, c'est un poste qui pardonne pas. C'est triste, mais le poste de défenseur central, dès que vous faites une erreur, c'est soit un carton rouge, soit un penalty, soit un but pour l'adversaire. C'est pas comme un ailier qui peut dribbler, il va rater 4-5 dribbles, c'est pas grave, c'est un ailier, tu perds la balle, mais c'est haut sur le terrain, t'as pas de conséquences directes. Et en plus, quand t'es ailier, il suffit que tu fasses un dribble réussi et on retient cette action. Le poste de défenseur central, il est cruel parce que tu peux faire un bon match, tout le match, et faire juste une erreur, on va retenir ton erreur seulement. Donc c'est un peu difficile, mais je pense que Koubarsi va apprendre de ça. Les performances d'Eric en latéral droit t'ont-elles convaincu? Il faut quand même recruter à ce poste. Les deux, je pense qu'à la fois, j'ai été convaincu parce que j'ai vu d'Eric Garcia, franchement, quand on voit son match contre l'Inter, buteur, quand on voit son match là aussi contre le Real Madrid,
moi j'ai beaucoup aimé. Défensivement, même offensivement parlant, parce que bon, c'est pas Dani Alves, hein, on va pas se mentir ici, c'est pas un joueur qui va dribbler, qui va déborder balle au pied. Il est très intelligent et il est très technique, c'est-à-dire qu'il perd très peu de ballons, il aide beaucoup dans les sorties de balles, il s'entend bien avec Lamine Yamal, que du positif le concernant. Maintenant, je dirais oui à l'autre partie de la question, il faut quand même recruter, parce qu'en fait, tu peux pas partir sur un début de saison avec Koundé et Eric Garcia qui sont à la base deux défenseurs centraux. Je pense que tu as enfin le droit de demander un latéral droit de métier, c'est-à-dire un joueur qui a été formé à droite, un joueur qui peut déborder balle au pied et qui peut t'apporter autre chose qu'un défenseur central qui joue à droite pour dépanner. Maintenant, Koundé a fait une très bonne saison. Eric Garcia est un très bon remplaçant, mais j'aimerais bien avoir un défenseur droit de métier de haut niveau. Top niveau. En plus, Eric Garcia, on l'a vu, peut dépanner à d'autres postes. Il peut dépanner défenseur central, il peut dépanner au poste de numéro 6. Dans le double pivot, un peu partout. J'ai beaucoup aimé la saison d'Eric Garcia, franchement. Les replis défensifs de Frenkie de Jong, on en parle. Alors lui, c'est pareil. C'est pareil, c'est incroyable le niveau qu'il a atteint récemment. Je ne sais pas si c'est Hansi Flick qui l'a fait revivre. J'ai vu que Frenkie de Jong a dit en conférence de presse que c'est le fait de toucher plus de ballons. Moi, je vois qu'il touche plus de ballons, mais ce qui me rassure, ce qui me surprend chez lui, c'est son jeu sans ballon. C'est la couverture qu'il propose, c'est les replis défensifs. Parce que le problème qu'avait De Jong, il n'était pas avec ballon. Ça veut dire que De Jong avec ballon, depuis qu'il est à l'Ajax, on le connaît. Depuis qu'il est à l'Ajax, on a vu sa masterclass là-bas à Madrid, Bernabeu. On sait que De Jong est capable de faire de grandes choses balle au pied. Ça, j'ai jamais eu de doute. Moi, mon petit doute, c'était sur les replis, l'implication sans ballon. Et quand tu joues avec le Barça d'Hansi Flick, des lignes qui sont très hautes, très risquées, tu as besoin que tes milieux de terrain, les deux, voire les trois, mais bon, on parlera de Dani Olmo, pardon, un petit peu plus tard, mais que ce soit Pedri et De Jong, tu as besoin que ces deux joueurs-là soient plus qu'impliqués dans la tâche défensive pour presser, pour récupérer des ballons. Sinon, il se passe quoi? Il n'y a pas de pressing, égal, un passeur peut trouver soit Vinicius, soit Mbappé, ou dans d'autres matchs, Lautaro Martinez. Allez, on va donner un joueur comme ça, au hasard. Si on pourrait aussi parler de Iglesias, du Celta Vigo, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, les efforts fournis par De Jong sans ballon permettent au Barça d'avoir une certaine solidité, même si le Barça n'est pas solide. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que à la récupération, c'est lui qui gratte des ballons ou c'est Pedri. Ça empêche en fait qu'il y ait plus d'action et donc plus de buts de l'adversaire. Après, le Barça encaisse beaucoup, c'est un autre problème, c'est la défense. Il n'y a pas tout qui se passe bien non plus en termes d'animation défensive, mais Frenkie de Jong, les efforts sans ballon, les replis défensifs, c'est incroyable. J'ai remarqué que nos joueurs ont appris à rester au sol après le match contre l'Inter Milan. Enfin. Enfin, oui, alors, ça n'a pas payé. J'ai dit que j'avais pas parlé d'arbitrage, donc je ne parle pas d'arbitrage. Ce que je veux dire, c'est que le Barça va engranger de l'expérience, va apprendre. Ça veut dire que comme pour Koubarsi, les erreurs vous servent aussi. Elles sont malheureuses sur le moment, les erreurs. Martin, pas Martin, est-ce qu'il aurait dû rester au sol contre l'Inter? Bon, voilà, on va pas refaire ça maintenant, c'est passé, on est passé à autre chose, mais en tout cas, ce genre d'actions-là qui peuvent définir la fin d'une saison, le Barça va apprendre sur ce genre d'actions-là, et j'ai pas de doute que justement, ça servira de leçon dans les matchs ou dans les saisons à venir, et ça pour n'importe quel joueur. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il y a beaucoup de jeunesse dans cette équipe, et que c'est juste normal de manquer d'expérience. Ça veut dire que j'ai l'impression des fois, il y en a qui disent oh, le Barça manque d'expérience. Mais oui, ben, parce que tu as un joueur de 18 ans titulaire, un autre de 17 ans titulaire. Évidemment, tu n'as pas des vieux briscards de 28, de 32 ans qui ont déjà fait 6, 8, 10 saisons au haut niveau. Donc forcément, de la naïveté côté Barça, c'est vrai. Mais je pense qu'ils vont apprendre. Après, hier, ils pouvaient rester au sol, ça sert à rien. Lamine Yamal va encore croiser Mbappé en Nation League. Alors, je voulais vous partager cette photo. C'est les derniers affrontements entre Lamine Yamal et Mbappé. C'est juste incroyable. Alors, je ne sais pas si ça va durer. En tout cas, pour le match de Ligue des Nations, je ne vous mens pas, ça m'importe peu. Dans le sens où, bon, déjà, c'est une compétition mineure, mais en plus, c'est pas le Barça, même si, bon, on va supporter les joueurs du Barça, les Pedri, les Lamine Yamal, etc. Il y a aussi Koundé, côté France. Mais en tout cas, c'est incroyable de voir comme le foot va vite. Non, le foot va très vite parce qu'il y a 2 ans, 3 ans, quand on voyait que Messi et Ronaldo quittaient l'Europe, je m'en rappelle, hein, je voyais des tweets passer, ça y est, Mbappé va dominer le football, ça y est, c'est son moment, ça y est, on rentre dans l'ère Mbappé. Finalement, on se retrouve là en 2025, plus Messi en Europe, il n'y a plus Ronaldo en Europe, et pourtant, il y a un garçon qui est passé devant Mbappé déjà à 17 ans. Parce que c'est pas que dans les confrontations, c'est pas juste les matchs, c'est dans le contenu. Il y a un joueur qui fait rêver tout le monde, les fans de foot, les moins fans de foot. Il y en a qui n'aiment pas trop le foot et qui s'intéressent un peu à Lamine Yamal. Le football va vite et c'est pour ça que des fois on se dit bon,
t'inquiète pas, Mbappé, il va gagner des ballons d'or quand Messi il ira à la retraite. 27 ans bientôt, toujours pas de ballon d'or. Alors le temps passe vite. On l'a vu d'ailleurs avec Neymar, hein, parce que Neymar c'était pareil. Après Messi, Ronaldo, soi-disant la relève allait être Neymar. Finalement, blessure, mauvais choix de carrière, presque retraite. Donc voilà, concernant le match à venir en Ligue des Nations, bien sûr qu'on le regardera. Il y aura peut-être même un débrief parce que de toute façon, il y aura plus de matchs. Ça sera la fin de la saison. Donc on suivra ça. Le taf pas fini. Lewandowski a 3 matchs pour repasser devant Pichichi. Il faut tout le retirer, même ça. Alors écoute, l'histoire du Pichichi, je vais pas te mentir, je suis un petit peu déçu pour Lewandowski. J'aurais aimé qu'il soit Pichichi. Je pense qu'il ne le sera pas. Pourquoi? Parce que je pense que le Real fera tout pour faire marquer Mbappé. Ça veut dire qu'en fait, il ne reste plus que ça. Il est à 2-3 buts du soulier d'or aussi, il faut le dire, parce qu'il y a Salah qui a 2 buts de plus. Je pense qu'en fait, comme le dernier objectif du Real, c'est ça, c'est de donner le Pichichi à Mbappé, ils vont tout faire pour. Ils mettront des buts, ils lui donneront les pénaltys, il tirera les coups francs, les touches, les 6 mètres. Enfin, voilà, je pense qu'il marquera des buts. Et à côté, je pense que Lewandowski, lui, c'est pas qu'il est en fin de saison, mais je pense que vu qu'il a même pas fait sa rentrée, parce que moi, je pensais qu'il allait rentrer contre le Real Madrid, hein, je me suis dit peut-être que il peut mettre un but à la fin du match, on ne sait pas, un ballon qui traîne dans la surface. Et finalement, il n'est même pas rentré, donc ça montre qu'il n'est pas prêt. Et je pense que là, pour jouer à l'extérieur contre l'Espagnol, est-ce qu'il sera titulaire? Il y a le doute. Donc je pense que le Pichichi, dommage, mais ce sera Mbappé. Après, je suis pas trop déçu parce que je sais que Lewandowski l'a perdu parce qu'il s'est blessé. Ça veut dire qu'il était en avance. Malheureusement, il s'est blessé quand même assez longtemps, hein. Finalement, on pensait que ça allait être un match ou deux. Il a raté 4-5 matchs. C'est trop. Surtout que Mbappé marque beaucoup plus en ce moment. Son triplé, forcément, l'a fait passer carrément devant. Mais si au début de la saison, vous m'auriez dit que Lewandowski va remporter 3 trophées et que Mbappé, aucun, en tout cas sur les trophées Coupe du Roi, Ligue des Champions, Liga, j'aurais signé partout. D'accord? Donc ça me va très bien. Et encore une fois, je me rappelle déjà, c'était le cas avec Ronaldo aussi, de temps en temps, qui était Pichichi, mais il gagnait pas la Liga. Donc en fait, voilà, t'es Pichichi, c'est bien, bravo. Mais ensuite, le lendemain, on passe à autre chose parce que le football, vous le savez, c'est collectif. La priorité, c'est les titres collectifs. De toute façon, on le verra au classement du Ballon d'Or. Mbappé, il sera 6e, 8e, 9e, je ne sais pas, mais pour un joueur qui était censé dominer sa génération, c'est faible. Donc s'il prend que le Pichichi dans la saison, écoutez, c'est pas grave, prends-le. Le match de Ferran Torres en pivot, oulala. Alors oui, j'ai beaucoup aimé son match en pivot. Pourquoi? Parce que il y avait Tchouaméni dans son dos. Moi, je me suis dit justement, c'est un match pour lui quand j'ai vu le Real Madrid jouer aussi haut sur le début du match. Après, voilà, il y a le début avec le 1-0, le 2-0. Forcément, ensuite, le Real joue en défense, bloc bas et il y a moins d'espace pour lui. Mais j'ai beaucoup aimé son travail sans ballon. J'ai beaucoup aimé son jeu en pivot. Après, je pense qu'il doit faire mieux dans le match parce qu'il doit marquer au moins un but. Franchement, il y a une action où il va face au gardien s'il contrôle bien. Malheureusement, il rate son contrôle. Il y a une autre action aussi où il n'a plus qu'à mettre le ballon au fond. Malheureusement, il rate la balle. Elle n'est pas super facile. Mais je pense que sur tout le match, Ferran Torres doit marquer au moins un but. C'est pas grave, j'ai beaucoup aimé son match dans le contenu. Ça veut dire que de temps en temps, vous savez, hein, concernant Lewandowski, on parle de contenu de match au-delà des buts. Là, j'ai envie de faire pareil avec Ferran Torres. Le contenu a été bon, l'altruisme a été important parce qu'il fait la passe sur Rafinha alors que franchement, il peut tirer pied gauche. Il a l'intelligence de... Parce que regardez bien, hein, sur le but de Rafinha, le 4-2, il fait un contrôle orienté avec la semelle et ensuite passe parfaite pour Rafinha. C'est un geste de classe mondiale. S'il fait un contrôle normal, pas avec la semelle, peut-être que le ballon part un peu plus loin et du coup peut-être qu'après il a un peu de mal à faire la passe à Rafinha. Donc c'est des petits détails, mais j'ai beaucoup aimé son match à Ferran Torres. Il aurait dû aussi obtenir, si on peut dire ça comme ça, l'expulsion de Tchouaméni. On va pas reparler d'arbitrage, mais c'est pour parler du match de Ferran Torres qui a été incroyable. Pas buteur, mais très bon. Donc on commence à parler de Dani Olmo, hein. Alors Dani Olmo, ma petite déception de la saison, franchement, je sais que Dani Olmo, on peut sortir des highlights, on peut sortir des vidéos avec des compilations parce qu'il a eu des matchs où il a fait des contrôles orientés. Mais la vérité, c'est que si on regarde le contenu de ces gros matchs, dans les gros matchs, je suis un peu déçu. Voilà, que ce soit Ligue des Champions, que ce soit Classico, je pense que c'est un joueur qui a la qualité pour faire beaucoup mieux. Je l'ai trouvé un peu faiblard physiquement parlant aussi. Je ne sais pas pour vous. Il va pas vite, il se fait rattraper et en fait, il ne pèse pas assez. Je disais tout à l'heure, par exemple, regardez Ferran Torres, dos au jeu incroyable, Lamine Yamal dans les dribbles. En fait, chaque joueur pèse à sa manière. Même Martin pèse à gauche. Et même Eric Garcia à droite en dépannant. Et en fait, Dani Olmo, tu le cherches. Moi, il y a plein d'actions du Barça
où la balle, elle fait Pedri, Ferran, Lamine, passe pas par ton numéro 10. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, soit lui, il est pas bien positionné, soit il sent pas bien les coups, soit il est pas assez cherché, soit quand il est cherché, il est pas trouvé, soit quand il est trouvé, il est pas assez juste techniquement. Donc, voilà, petit problème Dani Olmo. C'est pas grave en soi, il a fait quand même des matchs corrects, on va dire, contre des équipes moyennes ou des équipes faibles en Liga, qui a permis au Barça la saison qu'ils sont en train de faire, en donnant des points notamment. Je pense au Rayo Vallecano, par exemple, hein, sa rentrée décisif, et d'autres matchs par-ci par-là, mais globalement, dans les gros matchs, oui, un peu déçu de Dani Olmo, et surtout quand on le compare à Fermin Lopez, en fait, parce que je sais que ce que fait Fermin Lopez, Dani Olmo ne peut pas le faire. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ce que fait Dani Olmo, Fermin Lopez peut le faire? Franchement, si on se pose la question, il y a débat. Parce que Fermin Lopez t'apporte beaucoup de jeux sans ballon aussi, du pressing, des efforts, de la détermination, des frappes de loin, des fautes obtenues. Voilà, il y a plein de petits détails où je mettrais presque Fermin Lopez au-dessus de Dani Olmo, en tout cas dans l'apport là en ce moment. Peut-être que dans 6 mois, ça n'aura plus rien à voir. On finit avec la dernière question. L'équipe fatigue en fin de match. Tu trouves pas? Oui, mais c'est normal. C'est normal, tu fais un gros effort, tu es en Classico, tu sors d'une élimination contre l'Inter, tu as joué des prolongations en finale de coupe. Le Real Madrid n'a pas joué de demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, ils arrivent frais, ils ont une semaine. Bien sûr que physiquement, sur la fin du match, tu souffres un peu. Et au-delà de ça, au-delà de la partie physique, je pense qu'il y a aussi le doute mental. Tu es en fin de match, tu mènes d'un but, tu te fais revenir 4-3 alors que toi, tu dois mener 5-2 normalement. On va pas reparler encore de l'arbitrage, mais vous voyez ce que je veux dire. Normalement, le match doit être plié, ils doivent être à 10. Finalement, il y a toujours ce petit doute. Donc, tu ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que tu attaques? Est-ce que tu défends pour pas qu'il se passe comme contre l'Inter Milan? Il y a des changements aussi. Tu souffres un peu sur la fin. Tu n'es pas loin du 4-4, c'est vrai, mais ça me paraît normal. En fait, c'est un petit peu comme le Classico en Coupe du Roi où on dit ah, finalement, le Real a failli battre le Barça. Oui, mais c'est parce qu'à la mi-temps, au lieu qu'il y ait 2 ou 3-0, il y avait seulement un 0. Vous vous rappelez, normalement, l'arbitrage, hein, en première mi-temps, Classico, finale de Coupe du Roi. S'il y a 2 ou 3-0 à la mi-temps, il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas d'Mbappé qui met un coup franc, le match il est fini. Donc voilà, quand tu permets au Real d'être toujours là, un peu en vie, on va dire, eh ben forcément tu souffres sur la fin des matchs. C'est tout pour la vidéo, je crois qu'aujourd'hui on s'est pas mal attardé. Ça, en tout cas, moi je prends du plaisir avec ces vidéos-là, franchement. Malheureusement, il y a l'élimination contre l'Inter, c'est vrai, mais la saison est plus que réussie. On fera une vidéo justement pour revenir sur ça. D'abord, il faut confirmer le titre de Liga. Grand merci à tous pour le soutien, à demain pour la suite. Ciao.